Merci beaucoup. Bah, c'est 9h15, hein, je pense que, hein, On peut Nathalie, peut-être démarrer, oui. ouais, on va juste prévenir donc, notre équipe technique pour lancer l'enregistrement. Je pense que Arnaud, c'est bon? Il n'y a aucun problème, c'est lancé. Très bien. On met un petit mot dans le chat que cette session va démarrer. Voilà, donc bienvenue à toutes et à tous hein, à cette session numéro, je vérifie, numéro 4 déjà, le temps passe vite, hein, intitulée Perspectives analytiques. Donc vous vous rappelez effectivement que dans notre appel à communication, donc notre thématique portait sur l'acte musical, aussi bien l'acte musical d'ordre compositionnel, performatif ou analytique. Donc on avait envie d'établir un petit lien justement avec l'analyse musicale qui finalement nécessite aussi une certaine forme de créativité et participe à la co-création de l'œuvre. Donc c'est un petit peu l'objectif et l'objet de cette 4e session. Donc, nous avons le plaisir pour cela d'accueillir Lisa Méridan qui nous vient de l'université Bordeaux-Montaigne. Donc, elle a rédigé un article qui est intitulé « Modélisation de l'œuvre musicale, une approche systémique de l'analyse musicale », donc un article que vous pouvez télécharger, tout à fait intéressant, qui met en évidence surtout une dimension théorique par rapport à l'analyse systémique. Donc on trouvait que c'était une très bonne idée de démarrer cette session avec cette intervention. Voilà, donc Lisa, je vous laisse partager votre écran et je vous laisse la parole. Je vous remercie. Donc, je fais juste une toute petite introduction parce que j'ai un parcours quand même de compositeur derrière moi. Et c'est justement l'encroisement de la composition et l'analyse qui m'amène à faire ce genre de recherche. Donc, c'était une recherche qui a été faite dans le cadre d'un doctorat que j'ai soutenu en décembre dernier. Et la chose qui m'a toujours intéressée le plus côté composition, c'était l'apport de la musique informatique dans les procédés de composition musicale. Et cette rencontre entre l'acoustique et l'électroacoustique dans les procédés de composition qui sont justement inspirés par l'informatique. Donc, ça fait une douzaine d'années que je suis en France et que je me retournais vers la musicologie plutôt pour approfondir un peu mes recherches, pour essayer de trouver les réponses aux questions en tant que compositeur que je n'avais pas encore résolues. Et j'ai fait la rencontre d'un compositeur américain qui vit en France maintenant depuis les années 90, Gérard Pape. Et j'ai décidé de faire une étude sur son œuvre afin de voir comment on peut analyser les œuvres qui ne rentrent pas dans le cadre des grilles de notes, des harmonies, des rythmes, mais qui sont plutôt les sons sculptés dans l'espace et qui ont un aspect dynamique et spatio-temporel qui est très difficile à expliquer avec les modèles d'analyse que j'avais déjà utilisé, par exemple le théorie de Alan Ford, de cette théorie, ou bien sûr la méthode de Schenker où on voit l'évolution des tensions harmoniques. Ces méthodes-là ne répondent absolument pas aux musiques électroacoustiques et aux musiques qui ne sont pas fondées sur ce genre d'organisation. Je vais mettre en partage d'écran. Ça marche? Oui. Okay. Ça fonctionne parfaitement. Merci. Donc, ce que j'ai trouvé très intéressant dans la musique de Gérard, et c'est aussi quelque chose que j'ai recherché depuis longtemps dans ma propre approche à la composition, c'est l'évolution dynamique au sein même du son. Donc, l'idée qu'on est en train de composer le son, pas simplement d'organiser le son dans le temps, mais de composer le son et son évolution interne. Ça ouvre le champ d'analyse musicale aux dimensions spatio-temporelles
et aussi les dimensions énergétiques, l'énergie qui est portée dans la musique, que normalement dans les musiques tonales, on va trouver bien imbriquées dans la progression harmonique et les évolutions rythmiques. Mais ici, dans les musiques électroacoustiques, c'est très difficile à expliquer ce genre de portée énergie. Et puis aussi les effets transmodaux qu'on rencontre dans les musiques électroacoustiques, c'est-à-dire la transposition d'un mode sensoriel vers un autre. Par exemple, en écoutant une œuvre, on a l'impression de voir les éclats de lumière ou de ressentir le son qui nous remonte sur la peau. Ce genre de dimension que je voulais explorer dans la musique de Gérard Pape et de comprendre comment on peut provoquer ce genre d'effet et la relation entre la cause et l'effet à partir d'une partition ou une programmation informatique, comment on arrive à réaliser ce genre d'effet. Donc ça m'a amené à étudier les notions des systèmes, de l'organisation et surtout des interactions des composants différents et le comportement que ça peut entraîner dans l'espace physique acoustique. Donc, ce que j'ai réalisé au cours de cette première découverte, c'était que c'est au moment de la réalisation de l'œuvre que toutes ces choses sont mises en mouvement et que l'effet de ce genre de musique ne peut pas être étudié à partir d'une partition simplement parce que c'est hors temps et c'est figé dans le temps. Donc c'est ça plus ou moins que je voulais aborder pour ma thèse. Donc, j'ai appuyé plutôt fort sur les théories de Bertalanffy, la théorie générale des systèmes, et parce que justement, il donne comme objectif une façon de voir les choses qui autrefois étaient négligées ou contournées, je le cite là. Donc, j'ai trouvé dans l'approche systémique les éléments que jusqu'à là j'ai manqué dans l'analyse musicale, c'est celle de comment englober la totalité d'une œuvre dans sa globalité, comment étudier l'interaction entre les différentes parties, parce que normalement dans une analyse, on a tendance de décortiquer le détail de chaque élément et voir comment ça se comporte dans le temps, mais c'est très difficile à savoir comment comprendre l'interaction en temps réel de toutes ces parties différentes. Ça aussi amène à une autre façon de voir l'organisation du matériau musical dans une œuvre et ça nous donne les outils afin d'aborder la complexité qui émerge de cette interaction de multiples paramètres qui sont en évolution simultanément. Donc, à partir de ce modèle ou cette approche systémique, j'ai vu que c'était possible d'avoir une autre conception de cause et effet plutôt que voir, je lis ma partition et j'imagine la musique qui soit produite avec des musiques contemporaines, les musiques spectrales, et toutes les musiques qui sont inspirées par l'informatique musicale. On ne peut plus faire ce saut entre je lis la partition et j'imagine l'effet. Là, on a des effets qui vont apparaître simplement parce qu'il y a une interaction complexe au sein de tous les comportements des éléments différents. Et ça m'a amené à regarder la notion d'émergence, où on peut dire que le tout est plus que la somme des parties et qu'on peut voir par rapport à une partition comment on crée un mécanisme afin de faire évoluer ce genre d'effet émergent. Donc, on sait qu'on peut considérer la musique en tant que système parce qu'elle a essentiellement une nature conceptuelle. On peut l'aborder de la même façon que la logique ou les mathématiques qui sont à la base des notions symboliques. Donc c'est cet aspect-là de la musique qui nous ouvre la possibilité à considérer une œuvre ou la musique en général comme
sur l'approche systémique. Donc, j'étais très inspirée par un article écrit en 90 par Cosmin et Mario Georgescu, A System Approach to Music, où eux, il va décrire la musique en tant que système, mais vraiment dans un sens très général et très historique. Moi, ce que je voulais faire, c'était ramener cette idée au niveau de l'œuvre même et de décrire l'œuvre comme un système d'interaction et de comportement complexe. J'ai vu aussi des travaux des chercheurs tels que Nicolas Darbonne et Jean-Marc Chuval qui m'ont aussi inspirée dans ma démarche. Donc, le modèle que j'ai développé au cours de ma thèse, c'est une approche qui relève autant des sciences de la cybernétique, l'informatique, les sciences cognitives, parce qu'on voit dans ces sciences-là les systèmes complexes, les comportements chaotiques, les processus et les modèles informatiques. C'était largement inspiré par la musique même de Gérard Pape, parce que c'est un compositeur qui travaille vraiment au sein de cette idée de complexité et de ce qu'il appelle les chemins vers le chaos, où on voit dans ses œuvres une sens de progression qui se développe par les mouvements entre les états différents d'organisation ou de chaos et les comportements non linéaires entre les éléments différents. Donc, on peut retrouver aussi ce genre d'effets dans les musiques qui sont fortement inspirées de ces sciences-là, comme le free jazz, la musique spectrale, c'est un bon exemple de ce genre de changement d'état à l'état interne d'une musique dans une texture ou dans une harmonie qui peut éventuellement se transformer dans un autre état. Dans les musiques acousmatiques et les musiques improvisées, mais aussi dans les musiques intuitives et toutes les musiques qui sont qui se trouvent dans le confrontement entre l'homme et la machine, les musiques informatiques qu'on voit beaucoup développer ces derniers jours. Donc, ce que j'ai amené à faire, c'était de décrire l'œuvre comme un système, donc une œuvre système, en prenant en compte qu'une œuvre musicale, c'est une totalité unifiée, c'est un objet complexe et c'est formé de composants interdépendants qui sont en interaction dynamique et qui sont reliés entre eux par un certain nombre de relations organisées en fonction d'un but. Donc ça, c'était ma définition de départ pour développer une approche analytique vers un objet qui est assez défini comme une œuvre de musique. Donc, les écrits de Pape m'a aussi beaucoup inspirée parce que pour lui, la structure qui est représentée par la partition, ce n'est que l'information figée. Donc, c'est cette idée d'avoir la musique hors temps, mais qui représente un son à naître. Donc, c'est cette idée de la naissance du son en temps réel qui m'a vraiment attiré l'attention. Et c'était à partir de ça que je me suis dit, en fait, normalement, quand on fait une analyse musicale, on a tendance de découper soit les couches différentes, l'harmonie, le rythme, le timbre, la spatialisation, on découpe ces choses-là, ou soit temporellement, quand on découpe le morceau en toutes petites parties, on étudie les parties séparées, comme on fera par exemple avec l'écoute réduite de Schaeffer. Et j'ai eu l'expérience tout au début de cette recherche doctorale d'aller écouter l'œuvre que j'ai comme un objet pour mon étude. C'est une œuvre de Gérard Pape qui s'appelle Harmonies of Time and Timbre. Et j'avais déjà écouté l'enregistrement. C'est un enregistrement aplati en stéréo. Et après l'écoute de l'enregistrement, j'avais déjà posé quelques petites idées comment je pouvais aborder l'œuvre. Et puis, j'ai eu l'occasion d'aller écouter un concert où l'œuvre a été créée 2 fois dans la soirée. C'est une œuvre qui dure 1 heure. Donc, c'est vraiment une longueur assez conséquente. Et
Au cours de cette écoute, je me suis rendu compte que tout ce que j'ai pu faire sur un enregistrement en stéréo, ça passait totalement à côté de toute la magie et l'importance de cette œuvre, en fait. Donc l'expérience d'être dans l'espace physique en même temps que, le son qui naît autour de soi, ça a changé la perspective d'analyse totalement. Donc c'est là où je me suis dit: «Il faut absolument que je penche sur cette idée d'émergence» parce que c'est les choses qu'on ne voit absolument pas sur la partition et même une écoute en stéréo de cette œuvre, ça ne donne absolument rien à côté d'une expérience en temps réel de l'œuvre. Donc à partir de ce moment-là, je suis partie, dans une nouvelle direction, vraiment axée sur la découverte des mécanismes qui vont, faire apparaître les effets émergents. Je passe à modèle. Donc, j'ai conçu un modèle à partir de la systémique qui, considère l'œuvre musicale dans les phases différentes, d'un système. Donc, on peut, considérer que toute la partie écriture, la création, soit programmation, soit écriture d'une partition, fait partie des données qui vont être des entrées pour un processus, qui va mettre en œuvre, mettre en action, le résultat qui va provoquer les effets. Donc au niveau de l'input, on peut, regarder la partition et on peut apprendre, comment, les éléments différents ont été réfléchis et pensés afin de créer une totalité qui va être en interaction. Donc là, on peut analyser, donc on ne jette pas l'analyse traditionnelle, le plus traditionnelle de découper les choses. Là, à partir de ça, on peut vraiment comprendre toute l'action indépendante de chaque élément qui sera représenté par une partition ou par une programmation informatique, mais que cette chose-là, ça reste quand même un objet statique et conceptuel. Donc, après, quand on considère que toutes ces choses-là qui sont représentées comme données vont être mises en action pendant un processus, ça peut être ce qu'on appelle une performance. Donc, même si on est en train de créer une œuvre électronique en temps réel, on est quand même en train de faire une performance où on contrôle et qu'on peut faire évoluer en temps réel. Et on lance ces données conceptuelles dans le domaine de construction physique, donc le son qui se comporte dans l'espace. Et puis, en tant qu'auditeur, on va avoir une expérience de le output ou la sortie de ce processus-là. Et c'est là justement qu'on va avoir l'expérience de tout l'effet de la complexité de ces interactions des éléments différents, où on peut justement percevoir les états différents entre les états plus ordonnés, les états plus désordonnés et les états qui sont plutôt chaotiques. Donc c'est une forme immatérielle et, et qui est captée par la perception, mais c'est pas que la perception. Je me suis rendu compte que c'est plus que ça. C'est aussi la sensation parce qu'on a l'expérience du son dans le corps et la cognition, parce qu'on est en train, en temps réel, de faire notre propre processus de compréhension de l'œuvre en temps réel pendant qu'il est en train de se déployer dans le temps et dans l'espace. Ce que j'ai aussi remarqué pendant la première performance de cette œuvre de Jara, quand j'étais dans le public, c'était que comme c'est sur une durée assez longue, au fur et à mesure que le matériau se développe, on est en train de remettre en cause tout ce qu'on a déjà entendu et de réorganiser notre expérience en temps réel. Donc, ce qu'on va comprendre de l'œuvre dans les premières 10 minutes va largement changer dans les prochaines 10 minutes et ainsi de suite jusqu'à la fin où on va recontextualiser tout ce qu'on a entendu jusqu'à là
Et on aura ces processus d'accumulation et de souvenirs, de mémoire. On va graver les choses à partir des indices différents qu'on va percevoir pendant l'écoute. Donc, j'ai vu aussi que ce processus, si on est interprète, parce que j'ai aussi eu l'occasion de jouer les œuvres de Jara, quand on est interprète, on fait aussi ce boucle de rétroaction à chaque fois quand on va répéter l'œuvre ou quand on va répéter les parties de l'œuvre, qu'on va avoir une accumulation de gestes, d'écoute et de feedback de notre propre action sur les données qui va aussi modeler le résultat qu'on va finalement faire pendant une représentation. Et que chacun de ces représentations va être différente. Donc, aussi bien pour l'interprète, qu'on va avoir une version légèrement différente à chaque fois, pour l'auditeur, à chaque fois qu'il écoute, il va aussi recontextualiser l'écoute par rapport à toutes les autres instances de l'œuvre qu'il a déjà entendues. Donc, dans le cadre de ma recherche, j'ai dû écouter cette œuvre au moins une centaine de fois. J'ai fait une installation chez moi avec 8 haut-parleurs pour me mettre carrément dans le champ d'espace qui est si important dans cette œuvre, afin de faire cette expérience de rétroaction. Et au fur et à mesure, avec les conduites d'écoute différentes que j'ai essayées avec chaque écoute, de voir comment j'évolue moi-même ma propre compréhension de cette œuvre. Donc, c'est bien sûr, c'est une analyse du point de vue de moi en tant qu'analyste, mais c'est aussi un processus que chaque personne qui va écouter l'œuvre va aussi avoir comme expérience à chaque fois qu'il va réécouter l'œuvre. Donc, dans l'approche systémique, ce que j'ai visé à déterminer, c'était essentiellement deux facettes de l'organisation de l'œuvre. Donc, d'un côté, c'est l'organisation structurelle. Donc, ça, c'est à chaque niveau de mon modèle. Donc, une organisation structurelle pour l'input. Donc, ça veut dire au niveau de la partition, comment les composants sont structurés dans la partition. Comment le compositeur a paramétré chaque élément de la composition et les niveaux de hiérarchie différents. Donc, on peut parler de la macrostructure, comment l'œuvre a été conçue et organisée formellement, mais aussi jusqu'au niveau de la microstructure, comment il a intervenu sur chaque petit son dans le détail, sur une partition. Et puis, on peut aussi réparer cette organisation structurelle pendant l'écoute en faisant une identification auditive des composants, qui sont des choses qu'on entend, qui sont largement différentes à ce qu'on voit sur la partition. Et c'est ça qui était très intéressant dans cette démarche, c'est que ça me permet de faire vraiment un rapport entre les données et le résultat, et comment ces choses-là sont indépendantes l'un de l'autre, même s'ils dépendent, le output dépend de l'input et le processus, mais quand même, ça peut aussi avoir une incidence sur les prochaines lectures de la partition. Cette organisation structurelle, on peut la définir, et c'est là où j'ai vraiment été contente que Jean-Marc Chuvel avait fait beaucoup de travail en amont sur cet aspect-là. C'est sur l'aspect de l'espace des phases, donc c'est comment on peut décrire l'organisation structurelle d'un système. Et notre espace des phases, c'est une représentation hors temps de toutes les possibilités de l'évolution dynamique du comportement d'un système et qui incarne tous les états possibles. Donc là, on a vu, je pense que c'est Joséphine qui a fait quelque chose qui a reproché plus ou moins à ça hier, avec les hauteurs différentes. Mais ici, on peut prendre chaque paramètre, pas juste la hauteur, mais aussi l'intensité, le dynamique, le mouvement dans l'espace, l'évolution du timbre, donc le spectre, comment le spectre peut évoluer dans le temps. Et on aplatit toutes ces données afin de voir toutes les possibilités du comportement de ce système-là.
Donc ça nous donne le côté structurel de cette approche. Après, on va regarder comment cette structure est mise en mouvement et comment ça fonctionne. Donc là, on est plutôt sur l'organisation fonctionnelle. Et dans l'organisation fonctionnelle, on va étudier la gestion des flux d'informations. Donc ça, c'est quelque chose où le fait de faire ces recherches, surtout à l'output, en temps réel, donc c'est de prendre l'œuvre du début à la fin, à chaque écoute, afin de voir comment les flux d'informations sont gérés, comment les matières, l'énergie sont gérées et les états différents que ça peut provoquer. Donc, ça nous amène à étudier plutôt du point de vue du comportement de ces composants dans l'espace et dans le temps. Donc, ça m'a permis vraiment de prendre en compte la dynamique de l'œuvre et son évolution temporelle en temps réel. Donc, ce que j'ai trouvé qui était très intéressant de ce côté fonctionnel, c'est qu'on peut discerner ce qu'on va appeler l'attracteur de l'œuvre. Donc, en fait, l'attracteur, c'est représenté par la trajectoire tracée dans l'espace de phase par l'activité du système. Donc, dans notre structure, on avait discerné toutes les possibilités et puis l'attracteur va nous dessiner le trajet du comportement à l'intérieur de cet espace de phase. Et comme ça, on peut voir qu'à chaque fois qu'on joue une œuvre, qu'on va voir les fluctuations autour de cet attracteur, et quand même, chaque fois qu'on lit l'œuvre, ça va être la même œuvre. Mais on va voir une autre croisement où on va voir émerger une sorte de trajet central qui représente plus ou moins le moyen de toutes ces lectures différentes et de toutes ces possibilités différentes. Et dans le cadre des musiques interactives, ça devient quelque chose de très intéressant parce que justement, même si la forme n'est pas prédéfinie, on peut dire à l'intérieur de notre système qu'il va avoir de nombreuses possibilités de trajectoire dans le système et qu'au bout d'un moment, on peut apercevoir qu'ils se rencontrent tous dans une zone qu'on peut appeler l'attracteur qui va nous donner la définition de l'œuvre, qui va s'intégrer dans notre perception d'identification de cette œuvre. Lisa, il faudrait juste penser à conclure d'ici 1 ou 2 minutes. Ok. Donc, je vous fais juste le démarche. Donc, c'était de faire une écoute en temps réel en utilisant les outils relevant de la systémique comme l'analogie et les métaphores, les échelles de qualité différentes. Et les facteurs d'équivalence. Donc, pendant l'écoute, j'étais amenée d'étudier ces choses-là qui nous aident à identifier l'effet. Donc, l'effet, j'ai divisé en 3 parties. C'est la forme qui va émerger de cette mise en mouvement, les phénomènes différents, par exemple les phénomènes spatiaux ou de timbre. Par exemple, dans l'œuvre, on a des moments où on pense entendre les trompettes, mais c'est un œuvre pour flûte et cordes. Et puis les relations, surtout les relations de l'espace qui sont en évolution. Donc, je vous montre juste une petite façon parce que j'ai utilisé beaucoup les schémas afin de montrer ces évolutions différentes. Donc, à partir d'une organisation structurelle dans l'espace, au fur et à mesure qu'on ajoute les points dans l'espace, donc les sources sonores, on peut voir qu'on a des relations entre ces sources dans l'espace. Donc là, on est allé dans une grande salle de concert qui va devenir de plus en plus complexe. Donc, ça m'a permis vraiment d'intégrer les éléments de relation dans l'espace et dans le temps d'une façon de comprendre mieux ce mécanisme qui provoque l'effet émergent dans la musique. Je pense que les perspectives pour ce travail, ce que j'aimerais bien faire maintenant, c'est aller voir comment, à partir de ces données à l'input, on peut décrire les changements d'énergie à partir de cette flux de changements de données qui peut être relié directement avec l'énergie qu'on ressent dans l'expérience de l'œuvre.
Donc, je vais finir là. Je vous remercie pour votre écoute. Je regarde le partage. Et, Merci beaucoup pour cette présentation tout à fait inspirante. Je pense qu'il y aura des questions, donc vous pouvez soit noter questions dans le chat, hein, soit lever la main, soit éventuellement prendre directement la parole. Est-ce qu'il y a une question? Il y a Pierre Coupry qui demande. Oui, Pierre. Pierre, tu peux activer ton micro. On t'écoute. Oui, pardon, excusez-moi. Tout d'abord, bravo, merci pour cette présentation. J'avais juste quelques petites questions. J'ai juste parcouru très vite votre article en vous écoutant, donc je ne sais pas si j'ai raté des choses. Est-ce que vous avez été voir du côté notamment de tout ce qui se passe dans l'analyse des musiques électroacoustiques et qui sont en fait utilisées pour l'analyse de musique instrumentale? Je pense notamment à le travail de Denis Smollet sur la spectromorphologie ou de Lastorsen, ou même, comme vous avez parlé de transmodalité, d'analyse transmodale, des travaux de Xavier Aubois avec les unités sémiotiques temporelles. Vous avez parlé aussi de complexité, donc je vous invite aussi à aller voir, j'en profite pour faire de la pub pour mes travaux, sur l'analyse musicale, où justement j'ai traité ces problématiques de complexité, comment visualiser des œuvres extrêmement longues, d'avoir des représentations qui vraiment permettent de représenter à la fois les macrostructures et les microstructures dans des œuvres extrêmement longues. Donc voilà, c'était un peu ma première question, on pourrait dire. Plusieurs questions, je vous répondre avant que j'oublie. Donc, oui, tout à fait, j'avais étudié longuement l'œuvre de Denis Smollet parce que bon, c'est un néo-zélandais, donc c'est un peu le père de l'analyse électroacoustique de chez nous. Donc oui, effectivement, j'avais utilisé pas mal de ces méthodes d'écoute dans l'analyse à l'output. J'avais aussi regardé e-analyse et j'avais lu aussi pas mal de votre recherche sur le sujet. Par contre, vous avez dit, c'était Philippe Dubois pour la transmodalité. C'était là où je n'avais pas trouvé grand chose. Xavier Aubois, en fait, qui a utilisé les... En fait, il faut les voir du côté des unités sémiotiques temporelles qui ont été développées par le laboratoire du MIM à Marseille dans les années 90. Oui, justement, Et il y a un volume entier à l'IRCAM sur justement la relation, enfin l'utilisation de ces unités sémiotiques temporelles dans le domaine visuel et dans le domaine musical. Et Xavier Aubois a vraiment travaillé justement sur des analyses, par exemple, de clips audiovisuels pour voir les relations qui peuvent exister. Donc peut-être ça vous apportera des... Mais c'est dans une direction assez différente de la vôtre, puisque vous êtes plutôt dans la direction, on pourrait dire, analyse cognitive, type ce que fait Jean-Marc Chouvel, en fait. Là, on est plus, on va dire, dans une tradition plus musicologique de l'analyse musicale. Et c'est un peu ma deuxième question, je n'ai pas très bien compris la différence, parce que vous parlez d'analyse musicale, mais vous proposez un modèle de l'œuvre, mais en fait, c'est un modèle de la perception, ce n'est pas réellement un modèle de l'œuvre. Et donc, je n'ai pas compris si vous étiez en analyse musicale ou dans un travail plus centré sur la psychologie de la perception, sur des choses comme ça. Parce que le propre même de l'analyse musicale, c'est d'être justement déconnecté un peu de la perception, c'est de faire un travail hors temps, très long, hors temps, et pour creuser à l'intérieur de l'œuvre. Mais assez peu de faire un travail en direct, parce que là, on est plutôt dans la psychologie de la perception, en fait. Oui, en fait, c'était la rencontre de ces deux choses-là, parce que justement, je trouve que l'analyse musicale, ça commence à partir du moment que l'œuvre qu'on entend est très loin du document qu'on peut étudier hors temps. J'avais déjà fait l'expérience de faire les analyses très approfondies sur les musiques et finalement de me dire à la fin, bon, je sais exactement comment le compositeur a créé cette œuvre, mais ça ne fait absolument pas comprendre l'œuvre. Et c'est là où je voulais vraiment faire cette rencontre entre la cognition et l'analyse des mécanismes de mise en mouvement des sons pour vraiment avoir l'idée que la partition, ce n'est que données
qui attend d'être né et que c'est dans l'expérience de l'œuvre qu'on a vraiment la musique. Parce que la musique, ça n'existe pas sur une partition, ça c'est dans l'espace et dans le temps. Et c'était cet élément dynamique que je voulais vraiment essayer de trouver une façon de faire un rapprochement entre ces deux extrêmes finalement. Oui, oui. Mais en tout cas, bravo, et enfin, j'attends avec impatience de voir comment vous allez réinvestir les graphiques, les derniers ces graphiques que vous avez montrés en analyse musicale. Quels apports je monopolise pas. Oui, justement, je profite pour rebondir par rapport à la notion d'analyse en temps réel. Ça m'a un petit peu interpellée parce que vous dites à l'instant qu'effectivement, étudier les données uniquement de la partition ou les stratégies compositionnelles, si j'ai bien compris, c'est peut-être un peu limitatif, c'est-à-dire de ne pas prendre en compte la réalisation sonore de l'œuvre. Mais toutefois, il y a un petit point qui me pose problème, c'est et je suis encore assez d'accord avec François Delalande quand il dit que l'analyse nécessite une certaine forme de fixation, parce que la fixation permet justement de réécouter, c'est-à-dire que pour moi, l'analyse en temps réel, c'est quand même très c'est pas évident à mettre en œuvre parce que justement, on ne peut pas soit diviser et réécouter, ou on est toujours confronté voilà, à une situation qui n'a lieu qu'une seule fois. Donc pour moi, c'est assez. Je ne sais pas comment on peut imaginer une analyse en temps réel, et pour autant, je pense qu'il y a des objets sonores sous la forme d'enregistrement ou voilà, qu'on peut utiliser justement aux fins que vous mentionnez. Tout à fait, parce qu'en fait, à la base, quand on parle d'analyse, on parle de regarder le détail des choses, mais pas forcément dans le contexte global. Et quand on entre dans le champ des œuvres qui dépendent de la complexité d'interaction, en fait, c'était ça mon expérience, d'avoir étudié ces choses. Je voyais comment se comporter le changement d'intensité ou le changement d'attaque pendant toute une partie. Mais en fait, quand on écoute l'œuvre, on n'entend pas ça du tout. On entend l'interaction de toutes ces choses qui créent justement un effet qui n'est pas du tout ce qu'on a si on a simplement une note qui change de dynamique selon ce schéma-là, ou qui change de microtonalité selon ce schéma-là. C'est à partir du moment qu'on a tous ces éléments en interaction qu'on aura le véritable son qui en émerge. Et en fait, quand je pense que je me suis rendu compte de ça le plus quand j'avais interprété les œuvres, où il fallait s'entraîner avec les fréquences fixes dans l'oreille, de chanter ou de jouer à une fréquence microtonale, et puis on s'entraîne à ajouter les vibratos, mais les vibratos qui ont les vitesses qui vont être en évolution. Et là, tout de suite, on fait deux choses comme ça, c'est hyper complexe. Et puis après, ça va être une trémolo avec une autre vitesse indépendante. Je vous montre peut-être, ça va aider si je vous montre juste un petit extrait de... On n'a pas trop le temps parce qu'il va falloir couper la discussion, mais effectivement, je pense que la notion d'analyse en temps réel mériterait vraiment d'être approfondie, c'est-à-dire est-ce qu'on se base sur une analyse sur un objet sonore, mais l'objet sonore, c'est pas forcément le temps réel de l'œuvre en train d'être interprétée en situation de concert. Il y a encore, je pense, des différences. Je suggère, pour éviter qu'on déborde trop, que Pierre et puis moi et puis vous, on se retrouve dans un petit salon tout à l'heure et puis qu'on approfondisse ces choses-là avec tous ceux qui seront intéressés, si vous voulez bien. Non, je vous remercie. Merci beaucoup. Voilà, ça va nous permettre